Un an après les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère de la Porte de Vincennes, je reçois Hasni Abidi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du CERNAM et auteur du Monde arabe entre transition et implosion aux éditions Éric Bonnier. Alors, une nouvelle attaque ce matin contre un commissariat parisien. On apprend que l'homme abattu possédait sur lui un papier sur lequel figurait un drapeau de l'État islamique et une revendication manuscrite qui est non équivoque selon le procureur. Paris est devenu une cible privilégiée, un symbole ? Ah oui, depuis les attentats de Charlie Hebdo, Paris est devenu le centre d'intérêt de l'État islamique, mais d'autres aussi d'individus liés d'une manière organique ou non à l'État islamique pour ce que Paris représente et pour ce que Paris aussi fait, notamment dans le Moyen-Orient. Et bien sûr, je fais allusion aux frappes aériennes intensives de la France qui ont réduit d'une manière substantielle la capacité de nuisance de l'État islamique, surtout en Syrie. Donc la politique étrangère de la France, donc ce soit il y a eu le Mali, la Libye et donc maintenant en Syrie, ça joue sur le fait que effectivement la France est devenue la cible privilégiée des terroristes. Oui, absolument. C'est-à-dire que la France a pris les choses en main. Il y a plus de 500 frappes quand même en 2015 contre certaines positions de l'État islamique qui a perdu une bonne part de territoire acquis depuis 2015 et aussi les événements donc le 13 novembre, mais avant ça donc de Charlie Hebdo constituent un argument supplémentaire pour l'État islamique. En revanche, il faut faire attention parce qu'il peut s'agir aussi de certains actes isolés, certains individus absolument désespérés, etc., et qui cherchent toujours à trouver une légitimité à leurs actes, bien sûr, en disant que c'est l'État islamique. Il faut rappeler aussi une chose importante, c'est que lors du dernier discours qu'on a en position de chef du calife de l'État islamique, Abou Bakr al-Baghdadi, il a parlé de tout sauf des attentats de 13 novembre, c'est-à-dire qu'il n'a pas revendiqué ces attentats. Donc il y a un certain trouble quand même qui demeure sur l'authenticité de dire que ces actes sont liés à l'État islamique ou non, mais en tout cas Paris fait partie des cibles privilégiées, comme d'autres d'ailleurs capitales européennes. Il va donc falloir s'habituer à ce genre d'actes, même si c'est encore une fois, vous le disiez, parfois des actes isolés. Hélas, oui, on va devoir vivre avec cette menace permanente, et c'est une menace à la fois diffuse, parfois non précise et parfois précise, et qui demande la mobilisation de tout le monde, des services de police, mais aussi de la mobilisation de la population, et surtout d'aller en profondeur des choses, c'est-à-dire d'aller traiter les causes qui font que nos enfants, c'est ça ce qui est plus important, soient tentés par cette idée-là de frapper des intérêts de la France ou les valeurs mêmes qui font la République. Alors justement, les terroristes, que ce soit ceux des attentats de janvier ou ceux du 13 novembre, même si vous le disiez, il n'y a pas vraiment encore, la situation est encore un peu confuse, ils étaient français ou belges, on a l'impression que l'État islamique recrute davantage parmi les francophones. Alors, la branche, ce qu'on appelle la filière francophone, est très importante, elle est très active en Syrie. Évidemment, il recrute parmi des gens qui peuvent passer outre les contrôles sécuritaires, qui sont détenteurs de passeports européens. Mais évidemment, ils ne vont pas envoyer quelqu'un qui a des problèmes pour rentrer sur le territoire européen, hormis bien sûr le passage dans, par exemple, ce flux migratoire. Ça, c'est un élément important. Le deuxième, il faut une certaine connaissance presque fine de territoire, c'est-à-dire de la France ou de la Belgique ou de l'Allemagne, pour pouvoir recruter des éléments qui peuvent frapper. On a bien vu, par exemple, frapper Charlie Hebdo ou frapper aussi certains éléments, par exemple le Stade de France. Donc là, ça nécessite de recruter des citoyens français ou des citoyens européens qui connaissent la situation, mais qui sont aussi vulnérables, c'est-à-dire qu'ils sont facilement recrutables, parce qu'on sait que le nombre est très important. Donc il y a vraiment presque on cible les éléments de confiance et les éléments qui peuvent passer à l'acte à n'importe quel moment. Comment expliquer que l'État islamique puisse séduire, que ce soit dans le monde arabe ou dans le monde occidental ? Alors, deux choses. D'abord, dans le monde arabe, c'est difficile parce qu'on n'a plus de projet, c'est-à-dire avec l'effacement ou l'échec du projet, de l'idéalisme, du nationalisme arabe, avec aussi l'échec de l'islamisme politique, mais dans sa version soft, c'est-à-dire républicaine, changement démocratique, l'échec du printemps arabe parce qu'on n'a pas voulu soutenir ces transitions du monde arabe, et ceux qui ont soutenu, une partie qui a soutenu l'islamisme politique dans ça, encore une fois, c'est-à-dire qui s'inspire de la République, qui accepte le pluralisme, ont tout de suite trouvé dans l'islamisme radical, dans le djihadisme, une autre
portée de secours. En Europe, c'est autre chose. Il y a plusieurs éléments. D'abord, les éléments d'ordre interne, c'est-à-dire le rejet de la société. Il y a certains parcours mais vraiment chaotiques, à la fois de la famille, mais aussi sociaux, mais aussi de manque d'intégration ou probablement la marginalisation de ces éléments-là, plus la séduction qui exerce l'État islamique, c'est-à-dire nouveau-né. On leur offre presque une nouvelle virginité, une nouvelle vie, et ils trouvent ça fascinant. La déchéance de la nationalité pour les binationaux seulement, est-ce que c'est pas faire le jeu de l'État islamique qui disent vous n'êtes pas des Français à part entière, le gouvernement français veut pas de vous, vous êtes des Français à part, pas vraiment français? Tous les mouvements radicaux, et notamment l'État islamique, ont toujours joué sur cette idée, la double appartenance, pour dire à ces musulmans européens que, attention, certes, vous êtes européens, mais vous êtes européens, vous êtes français seulement par le passeport, par les papiers d'identité, vous ne serez jamais reconnus en tant qu'Européens, en tant que Français. Et je crois que ce projet de loi, et hélas, d'abord, on rate la commémoration de ces événements, surtout de Charlie Hebdo, par un projet d'événement. C'est vraiment le meilleur cadeau qu'on puisse donner aux djihadistes, c'est que le débat porte aujourd'hui sur la déchéance. Là, aujourd'hui, on marque encore une fois qu'il y a une ligne de fracture au sein de la société française entre des Français de souche, entre des Français nés français et entre des Français qui sont nés ici et qui ont fréquenté les mêmes écoles que tout le monde. Et du jour au lendemain, on leur dit, si vous faites une bêtise, on ne vous reconnaît plus. Ils vont aller où? Parce qu'on sait très bien que les pays de leurs parents, ils ne se reconnaissent plus, ni au Maroc, ni en Algérie, ni en Tunisie. Donc ces enfants-là sont encore une fois largués. Je crois que c'est un cycle infernal. C'est une double peine qui sera lourde de conséquences pour l'avenir de ces jeunes. Merci beaucoup Hasni Abidi d'être venu sur ce plateau nous en parler. Reste avec nous tout de suite, c'est le 16-18, Magali Lunel et Damien Giblet.